culture, c'est la base de la microbiologie et ces milieux de culture peuvent être classés en fonction de différents critères. D'abord, la classification selon la composition. On va se trouver devant soit un milieu synthétique qui va être parfaitement connu au niveau de sa composition, qualitativement et quantitativement. L'extrême, c'est les milieux complexes ou empiriques où on connaît pas beaucoup de choses au niveau de sa qualité et de sa quantité. On a un certain nombre d'éléments, mais par contre, il reste empirique. Et on peut avoir aussi le milieu semi-synthétique, c'est-à-dire un milieu synthétique dans lequel on a ajouté un peu d'extrait de levure pour apporter des éléments et particulièrement les facteurs de croissance. Alors, je vous projette ici le cas de ce que je viens de dire avec des compositions. Un milieu synthétique minimum sur lequel un prototrophe est capable de se développer. Il y a du glucose qui va servir comme source d'électrons, de carbone et d'énergie. Et il y a des éléments minéraux qui vont permettre le fonctionnement de la cellule. Si par contre nous avons un oxotrophe tel que Clostridium que j'ai montré tout à l'heure, dans ce cas-là, on va utiliser un milieu synthétique enrichi. Le milieu synthétique que j'ai ici, on l'a enrichi avec quoi? Avec tout simplement les facteurs de croissance manquants. À côté de ça, un milieu complexe, il est constitué du glucose qui va servir comme source d'énergie. On ajoute du phosphate, c'est surtout pour tamponner le milieu, pour ne pas avoir forte variation du pH. Et puis, on va mettre beaucoup d'extraits de viande, des peptones et d'extraits de levure qui vont servir comme source de carbone. Le milieu semi-synthétique, quant à lui, c'est la même chose que le milieu synthétique, minimum, plus, par exemple, les extraits de levure qui vont le complémenter. La classification des milieux de culture peut se faire aussi selon la consistance. Dans ce cas-là, on va parler d'un milieu liquide. Si on fait une fermentation en milieu liquide, une propagation d'une culture microbienne, ça va se faire en milieu liquide tel qu'on le voit ici. Mais par contre, lorsqu'on va travailler pour le dénombrement de micro-organismes ou bien l'identification d'un certain nombre de micro-organismes, la culture va se faire sur une boîte de pétri, dans une boîte de pétri. Dans ce cas-là, le milieu liquide n'est pas approprié. On va aller sur un milieu solide ou gélosé contenant de 1 à 1,7% d'agar qui va le solidifier. Pour certains besoins d'antibiogrammes ou des choses comme ça, on peut fabriquer un milieu semi-solide, c'est-à-dire le même milieu mais contenant l'agar avec une concentration beaucoup plus faible. Alors l'agar, elle vient d'où? L'agar, elle vient tout simplement des algues rouges qui sont des algues marines et qui contiennent cette substance. Jusqu'à comment ça fonctionne? Tout simplement, lorsque l'agar est chauffé, à ce moment-là, vous avez des chaînes polymérisées qui sont grossièrement solubles dans une phase liquide à ce niveau-là. Dès lors qu'on commence à refroidir, nous avons un enroulement de ces polymères et la formation d'une sorte de gel qui va emprisonner le liquide. Et à partir de là, le milieu contenant l'eau avec ses éléments nutritifs va se trouver enfermé dans ce gel-là et stabilisé. L'agar-agar vient d'où? Du point de vue marché, jusqu'à 2006, le Maroc était premier producteur à l'échelle mondiale, pratiquement, dans deux sites, El Jadida et Laayoune. Mais depuis 2006, le Japon, la Chine et l'Indonésie, ils occupent les premières places. Le marché mondial de ce produit en 2021 se chiffrait à 324 millions de dollars. De son 2028, il est estimé à 460 millions de dollars. Ceci dit, l'agar n'est pas utilisé que pour faire de la microbiologie, c'est un produit fortement demandé en agriculture, en agroalimentaire et en pharmacologie. La classification des milieux peut se faire aussi selon l'utilisation. Ainsi, on va se trouver avec des milieux usuels ou de base qui vont servir pour des bactéries non exigeantes, comme on l'a dit tout à l'heure, grossièrement les prototrophes.
Mais par contre, on peut se trouver à enrichir le milieu avec des facteurs de croissance pour répondre aux besoins des auxotrophes. On a aussi affaire à des milieux d'identification. Donc, on a différents milieux qui ont été développés et pour les besoins d'identification numérique des micro-organismes, lorsqu'on veut regarder si le micro-organisme est capable de métaboliser tel ou tel sucre, de consommer tel ou tel acide aminé, etc. Ainsi, ce qu'on appelle les galeries API qui ont été développées, vous le voyez ici, un milieu de culture ensemencé avec le micro-organisme et incubé, va aboutir à différentes couleurs montrant que le micro-organisme a bien métabolisé le produit en question ou bien il ne l'a pas du tout métabolisé. On a affaire aussi à des milieux de culture différentiels, c'est-à-dire lorsqu'on a deux types de bactéries, on veut les différencier, comme c'est montré le cas ici par exemple de staphylocoques. Deux espèces relativement proches, Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis, sur la même gélose, les colonies vont donner deux couleurs différentes parce qu'il y a une molécule qui vont métaboliser ou qui vont transformer et chez chacun va donner une couleur différente. Donc on va différencier deux espèces relativement proches. Nous avons aussi affaire à des milieux sélectifs. Ces milieux, ils vont inhiber la majeure partie des micro-organismes et stimuler les bactéries désirées. Ça peut être en jouant sur le pH ou sur une concentration élevée en sel, etc. Les milieux électifs, c'est ceux qui vont favoriser un germe par rapport aux autres. Et pour finir, les milieux de conservation. Lorsqu'on veut conserver des micro-organismes dans une température de frigo, nous avons intérêt à les mettre sur des milieux relativement pauvres et qui vont ralentir fortement le métabolisme. Ce qui fait le micro-organisme peut être conservé longtemps et il sera toujours revivifiable le moment où on en a besoin. Les milieux de culture peuvent être classés aussi selon le mode de stérilisation. Généralement, nous avons des milieux autoclavables ou des milieux non autoclavables. Alors, les milieux qui sont les plus fragiles, qui contiennent des éléments qui peuvent être détruits par la chaleur, ne seront pas autoclavables. Et dans ce cas-là, on va les stériliser avec des filtrations, d'ultrafiltration ou des procédés de cette nature-là. Par contre, les milieux qui sont les plus robustes et qui ne nécessitent, enfin, qui vont être utilisés pour des micro-organismes peu exigeants, dans ce cas-là, ils sont autoclavables, c'est-à-dire stérilisés avec de la chaleur à haute température. Généralement, on est à 121 degrés. Voilà. Merci pour d'avoir suivi et donc rendez-vous sera donné pour la deuxième partie de cette de ce chapitre et qui est donc la nutrition bactérienne.